Mesdames et messieurs, bonjour. C'est ça, aujourd'hui je vais vous parler du BIM. En fait, on m'a demandé de réfléchir sur la question. C'est une réflexion que j'avais déjà eue et c'est sûr que la question du BIM est centrale à toute la représentation en architecture aujourd'hui. Les architectes sont confrontés à ce nouvel outil. On ne sait pas trop quoi en faire. Il y en a qui sont vraiment pour, d'autres qui sont vraiment contre. Il y a des grands débats qui se font autour. Et ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ce n'est ni une apologie du BIM, ni un rejet complet de ce que ça représente, mais vraiment une réflexion sur ce qui est en jeu, en fait, et de vraiment regarder le BIM du point de vue de l'architecte, et donc des méthodes de conception, de vraiment ce qui fait que l'architecte fonctionne de façon différente par rapport aux autres intervenants au niveau de la construction et de l'architecture et du bâtiment. Alors, du problème architectural et des conditions de sa recherche, précision sur l'état de l'expérimentation architecturale à l'ère du BIM. Alors déjà, l'ère du BIM, c'est quoi? Il faut peut-être commencer par préciser. Et donc, je vais commencer par situer rapidement le BIM dans une échelle qui est un petit peu plus large, sans vraiment m'étendre sur des choses beaucoup plus que vous connaissez probablement. Donc, la première révolution industrielle, donc, qui remonte au XVIIIe siècle, qui a finalement commencé à transformer les façons de fabriquer, de produire les choses. Donc, on a commencé à produire des choses en usine de façon mécanique. La deuxième révolution industrielle qui arrivait à la fin du XIXe siècle a vraiment recentré ça sur des productions de masse. Et il y a eu ensuite une troisième révolution dans les années 70, en fait, où c'est là qu'on a vu arriver les premiers robots. Donc, ce ne sont pas des outils qui sont relativement récents. La production en série, à processus contrôlé, la robotique, les ordinateurs, etc., ce ne sont pas des nouvelles choses, ce sont des choses qui datent vraiment des années 70, donc un grand moment de révolution technique finalement qui a changé les choses. Et aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette troisième révolution industrielle, on est dans une quatrième révolution industrielle vraiment qui a commencé avec le début du XXIe siècle. Et donc on produit les choses non plus seulement en série, mais de façon aussi délocalisée. On ne parle plus seulement d'ordinateurs, on parle aussi d'Internet. Les choses sont reliées entre elles. On ne parle plus de systèmes physiques, on parle de systèmes cyberphysiques, où les choses sont reliées à travers des réseaux. Et c'est vraiment là que le BIM apparaît. Donc, cette quatrième révolution industrielle, donc, qui est toute récente, il y a moins de 15 ans à peu près, va s'accompagner avec tout un tas de numérisation dans le monde de la construction. Donc c'est un peu petit, mais il y a la robotisation qui arrive, il y a les constructions automatisées, les impressions 3D aujourd'hui, on en parle beaucoup, les drones, etc. Donc toute une façon un tas de choses qui viennent changer les façons de produire de l'architecture et de la construction. Et le BIM fait partie de ces éléments de numérisation qui viennent changer les choses. Alors le BIM, pour clarifier un petit peu avant de rentrer vraiment dans le sujet, ce n'est pas simplement un outil, c'est une méthodologie, c'est ce qu'il faut vraiment comprendre. C'est une méthodologie qui est centrée sur le projet, donc ce n'est pas quelque chose d'absolu, mais c'est vraiment centré sur un projet donné, qui va couvrir l'ensemble de ces phases. Donc qui va aller des phases de conception aux phases de production des dessins d'exécution, à l'exécution du projet et ensuite à la démolition du projet, donc à sa durée de vie au total, incluant aussi l'occupation qui va se faire suite à la construction. Donc il y a vraiment, on parle vraiment de cycle de vie dans ce cadre-là, c'est vraiment un outil qui permet de comprendre l'ensemble, de contrôler l'ensemble des phases du projet. Il y a plusieurs dimensions au BIM aussi, donc quand on parle des logiciels, on parle beaucoup de 3 dimensions. Il y a aussi la 4e dimension qui va intervenir, celle du temps, où on va commencer à contrôler le projet dans le temps. Il y a une 5e dimension qui apparaît, celle des coûts, donc comment gérer les coûts aux différentes étapes du projet, que ce soit la construction, que ce soit la gestion du projet après, sa durée de vie, comment un client va gérer un immobilier dans le temps. Pour la 6e dimension qui est celle de l'énergie, comment le développement durable va être intégré, la consommation d'énergie, les économies d'énergie, etc. vont pouvoir être intégrées dans le projet. Et la 7e, donc, qui est vraiment la gestion, et qui est vraiment donc, une gestion des éléments du projet dans le temps par le client, par le promoteur. Donc c'est quelque chose de relativement technique, et tout ça donc rentre dans cette grande famille de numérisation. Et ce qu'il faut aussi, donc pour le situer dans une autre dimension aussi, et ça rentre aussi dans cette logique d'Internet des objets, l'Internet of Things, qui est une espèce de théorie qui a été développée par la compagnie Cisco, qui s'est rendu compte en fait que depuis 2007-2008, il y a plus d'objets
intelligence sur la planète que de personnes. Donc c'est à ce moment que les choses ont vraiment basculé. Donc c'est à partir de là qu'on appelle, on est dans un monde d'Internet des objets. Et aujourd'hui, on est en 2019, la population est de 7 millions, la population mondiale est de 7 milliards et demi de personnes, et il y a 42 milliards d'objets. Donc ça veut dire à peu près 5 à 6 par personne. Donc vous vivez tous là-dedans, tout le monde a son ordinateur, son portable, sa télévision intelligente, etc. Donc on s'en va vraiment dans ce grand environnement finalement où les choses sont toutes connectées entre elles. Ce n'est pas simplement des objets intelligents, c'est des objets intelligents qui sont reliés entre eux à travers l'info nuagique, donc un espèce de monde virtuel où tout parle avec tout. Et donc le BIM, lui, participe vraiment à cette chose-là. Il ne se retrouve pas nécessairement comme un des éléments de numérisation, comme c'est montré sur ce diagramme, mais pour moi, c'est vraiment le centre de cet élément-là, de ce nuage-là, parce que c'est celui qui va permettre de mettre en relation l'ensemble des intervenants, l'ensemble des objets, de façon à les faire communiquer entre eux. Donc on est vraiment dans un monde connecté, et le BIM devient le centre de connexion de tous ces objets-là en architecture. Ce diagramme montre un petit peu que ce n'est pas simplement des objets, ce ne sont pas simplement des phases du projet, ce sont aussi des intervenants. Donc vous voyez ici les architectes, nous on est là, on serait là les architectes, mais en fait il y a tous les autres, il y a les géomètres, les ingénieurs, les économistes, les entrepreneurs, le manager du BIM, les informaticiens, les pouvoirs publics, donc vraiment tout un tas d'intervenants qui vont se parler autour de ce BIM qui est un petit peu particulier. Qui est en fait une maquette numérique du projet. Et donc c'est la matérialisation de tout ce processus se fait autour d'une maquette en 3 dimensions, qui peut avoir 4, 5, 6, 7 dimensions, plus c'est évolué, plus c'est intéressant, qui fait que chacun de ces intervenants va avoir son mot à dire au niveau de la façon dont les choses vont se faire, va pouvoir amener son expertise pour pouvoir contrôler les choses. Et donc finalement, le BIM apparaît comme un processus collaboratif de conception intégrée. L'idée, c'est de concevoir ensemble. Et je vous montre ça donc très rapidement. Je n'irai pas dans le détail du processus de conception intégrée, mais juste pour que vous compreniez finalement qu'il y a quand même 2 grandes phases. Il y a une phase de définition du problème, une phase de formulation de la solution. Et que l'idée de ce processus-là, c'est vraiment qu'il y ait une résolution et une précision croissante tout au long du processus. Donc plus on avance dans le processus de conception intégrée, plus les choses sont claires. Et ce qui est vraiment intéressant là-dedans, c'est que finalement, l'équipe est composée déjà ici, donc une équipe qui va intégrer plusieurs intervenants, pas juste des architectes, des ingénieurs, des pouvoirs publics, le client, plusieurs personnes qui vont venir qui vont venir intervenir pour définir ensemble le problème et ensuite trouver des solutions qui vont permettre de résoudre ce problème. Et ça fonctionne vraiment beaucoup, finalement, comme on peut le voir sur ce diagramme, qui a été proposé par Gordon Best dans les années 70, quand on essayait de comprendre comment, finalement, les architectes font pour concevoir un projet. Quels sont les processus de conception, comment on peut les normaliser, les systématiser de façon à pouvoir entraîner les ordinateurs à faire de la conception architecturale. Donc c'était vraiment le grand moment des design theories, du design thinking dans les années 70. Donc ce que Gordon Best suggère, c'est de dire on a une situation qui est relativement floue, qui est non structurée ici. Elle va être interprétée, raffinée en un système qui se tient, une réduction homomorphique, et qui va ensuite être réalisée sous la forme d'une forme, la solution du design en fait, de la conception. Donc, finalement, pour conclure, le BIM, ce serait la matérialisation d'un processus de conception intégrée qui intègre des expertises complémentaires autour d'un projet pour en gérer la complexité et en contrôler le niveau de risque. En gros, c'est ça. L'idée, c'est qu'on veut essayer de simplifier tant que possible le projet, gérer la complexité qu'il amène, et en même temps contrôler le niveau de risque de façon à ce qu'il y ait le moins de risques possible, parce qu'on est dans une époque où finalement, moins il y a de risques, mieux c'est. On est vraiment dans ce problème-là. Alors, la conception intégrée, c'est joli, mais là, la question qu'il faut poser aux architectes, c'est comment est-ce qu'on peut faire la conception intégrée? Et si on demande à des gens comme Louis Kahn dit que ce n'est pas possible. Donc Louis Kahn va de façon fameuse dire « deux architectes ne peuvent pas concevoir un projet ensemble, c'est impossible ».
Donc ça pose déjà un problème. Il a cette affirmation-là quand il se retrouve à travailler sur un projet en collaboration avec un architecte local, et puis il va se plaindre au client à un moment donné en disant « Moi, je ne peux plus travailler dans ces conditions, je dois faire mon projet, et il m'empêche de faire le projet. » Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc Louis Kahn vient poser vraiment un gros problème. Et quand on regarde, on se dit, bon, ben, c'est peut-être Louis Kahn qui est particulièrement comme ça, mais quand on regarde les remarques, les commentaires que les gens font, les gens qui travaillent chez lui, donc dans cet article, il y a vraiment un regard qui est assez intéressant. Donc les personnes qui travaillent pour Louis Kahn montrent clairement que Louis Kahn est vraiment à l'origine de toute l'approche conceptuelle du bureau. Donc, par exemple, je vous cite ça rapidement, mais le premier qui dit, par exemple, que Kahn lui explique que c'est lui qui fait les formes, c'est pas la personne qui travaille chez lui. Que finalement, les coordinateurs du projet, donc les gestionnaires du projet, ont beaucoup d'indépendance et de responsabilité, mais toujours sur le comment faire les choses, mais pas sur le quoi. Donc, le quoi, c'est toujours Louis Kahn qui le tenait. Et Kahn, donc le dernier intervenant qui vient dire, Kahn faisait toujours la conception originale du projet. Le design initial venait toujours de Louis Kahn lui-même. Donc finalement, Louis Kahn se retrouve vraiment au centre de ce projet-là, des projets du bureau. Et on le voit ici en train de travailler sur la Fischer-House dans son atelier, donc en train de dessiner comme toute autre personne du bureau. Il est en train de développer finalement une idée. Et donc ce travail qui se fait par Louis Kahn de façon très individuelle, de façon très détachée du reste de son bureau, va lui permettre par le dessin de générer une forme qui va venir raffiner, qui va devenir en fait le projet par après. Vous connaissez probablement tous ce livre-là, où finalement l'idée du dessin, le dessin devient l'outil pour trouver le projet, pour comprendre le projet. Ça rappelle directement un autre exemple majeur du dessin de recherche, en fait, celui de Le Corbusier, quand on parle de l'atelier de la recherche patiente. Alors, Le Corbusier, on le voit ici dans son atelier avec ses collaborateurs, dans l'atelier sur la rue de Sèvres. Donc, vous voyez donc, Le Corbusier qui travaille sur des dessins avec ses collaborateurs. On le voit dessiner, faire des petits dessins du projet, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces dessins-là ne sont pas en fait des choses qui vont être développées dans le bureau en tant que tel, dans l'atelier. Il va plutôt être développé dans son atelier personnel, qui est à l'extérieur, où finalement il va travailler tout seul, de façon très différente. Et donc je vous cite ce petit extrait du texte de Sven Sterken qui parle donc, du travail chez Le Corbusier, où il dit « La genèse d'un projet chez Le Corbusier se déroule en 2 étapes, étendues dans le temps et dans l'espace. Le moment de génie, c'est important, se produit chez lui le matin ou le soir, dans son atelier privé. C'est là où il peint, écrit et réfléchit. Souvent, les réflexions sont basées sur des notices dans ses carnets de croquis qui révèlent ici leur véritable rôle de mémoire ou laboratoire de forme. La deuxième phase, l'élaboration des idées, a lieu dans l'atelier de la rue de Sèvres, où le maître arrive chaque jour à 14 heures précises. Et donc, dans ce deuxième temps, qui se fait dans le laboratoire, vous avez le premier temps ici, Le Corbusier qui est en chemise, très relax, qui travaille sur ses dessins, qui est un petit peu un peintre en fait, un artiste qui va avoir des idées, donc le moment de génie en fait. Et ensuite, ce deuxième Le Corbusier qui apparaît à 14 heures précises tous les jours dans son atelier, avec ses intervenants, qui est habillé totalement différemment, qui est comme une deuxième personne, où il va ensuite échanger avec ses collaborateurs pour développer le projet. Alors, on a 2 architectes quand même qui sont d'une autre époque. Il n'y avait pas le BIM à l'époque, bien sûr. Donc, ils travaillent de façon très individuelle, mais qui finalement mettent le doigt sur une façon particulière de travailler où l'architecte a une idée avant que le projet démarre. Donc, c'est assez particulier. Et le problème qu'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'on peut parler à ce moment de BIM avec des expertises qui vont venir travailler ensemble, faire de la conception intégrée. Ça pose un problème, bien sûr. Donc peut-être pour rentrer un petit peu plus dans le sujet, on va rentrer sur... je vais attaquer du point de vue des expertises maintenant. Essayer de comprendre qu'est-ce qu'une expertise. Alors, pour comprendre ce qu'est une expertise, on part sur les définitions de base. Donc une expertise, c'est quelque chose qui est acquis par l'expérience, par la pratique. C'est principalement un expert, c'est une personne qui est un spécialiste chargé de résoudre un problème technique auquel est confronté son client. Et c'est vraiment comme ça qu'il faut comprendre les expertises
du BIM, de la conception intégrée. La façon dont on le voit, c'est qu'on va chercher des spécialistes qui sont capables de gérer un problème architectural pour proposer une solution qui répond à tous les problèmes. Ce qui est intéressant, c'est que l'expérience, en fait, le terme expertise, donc cette expérience, vient du latin experientia, et donc du verbe experiri, qui veut dire faire laisser. Et faire laisser, ça veut dire quelque part se mettre en danger, parce qu'il y a aussi le périri et periculum sont reliés, donc l'expérience, l'épreuve par le feu, qui peut être dangereuse. Donc il y a une question de danger, en fait, dans l'expérience. Bon, et finalement, quelqu'un qui est expert en quelque chose devient expert par la construction d'une expertise qu'il a acquise à travers le danger de l'expérimentation. Donc c'est là que je veux m'en aller. Et le latin crée des mots plus compliqués. Experimentum désigne l'épreuve, la manipulation par laquelle on acquiert cette expérience. De là vient le verbe expérimenter. Alors, l'expérimentation devient quelque part centrale à cette façon d'acquérir cette expertise. Il y a vraiment une nuance entre expertise et expérimentation qu'il faut vraiment clarifier ici. Et donc expérimentation, de façon, encore une fois, les définitions de l'expérimentation sont assez claires. Expérimental, c'est ce qui est fondé sur l'expérience scientifique, le fait de provoquer un phénomène dans l'intention de l'étudier, comme la méthode expérimentale. Mais en même temps, quand on regarde ce que Souriau en dit dans l'art expérimental, c'est un art de recherche et d'essai où l'artiste qui a eu une idée nouvelle passe à la réalisation pour voir ce que cela donne. Il ne prétend pas y faire d'emblée un chef-d'œuvre et les œuvres expérimentales peuvent être médiocres, mais elles servent à montrer que l'idée est praticable, qu'il y a là une voie qui s'ouvre. Et donc cette double définition de l'expérimentation, quelque chose de très rigoureux et de très clair versus quelque chose qui est artistique, flou et pas complètement clair, se retrouve vraiment au centre de la définition de l'expérimentation en architecture. Alors l'expérimentation en architecture a énormément d'intérêt. On aime beaucoup le mot expérimentation en architecture. Vous avez ici quelques ouvrages qui en ont parlé. C'était au centre de la biennale qui avait été montée par Aaron Betsky il y a quelques années aussi, l'expérimentation en architecture. Et quand on regarde donc très rapidement, quand on regarde les références, donc je vous passerai ça très vite, mais quand on regarde les termes expertise et expert versus les mots expérimentation et expérimental dans les livres d'architecture, on se rend compte que finalement, donc ça c'est une petite étude que j'ai faite dans la bibliothèque d'aménagement de l'Université de Montréal, dans la bibliothèque d'architecture à McGill, la collection du Centre canadien d'architecture, et puis dans le Avery Index sur les périodiques d'architecture, vous voyez que finalement en bleu clair vous avez tout ce qui parle d'expertise et d'expérience, et vous avez en bleu sombre tout ce qui parle d'expérimentation. Et donc en architecture, ce que ça montre en gros, c'est qu'on est vraiment beaucoup plus intéressé par l'expérimentation que par l'expertise. On parle rarement d'expertise architecturale, on parle beaucoup d'expérimentation architecturale. Pour comprendre l'expérimentation architecturale, il faut se retourner et aller voir Liebes Woods. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un architecte qui est malheureusement décédé il y a quelques années, qui a fait beaucoup d'architecture, comme on dit, de papier, mais qui a réfléchi vraiment à l'expérimentation architecturale, qui a quand même fondé le RIEA, donc un centre de recherche sur l'expérimentation architecturale. Et donc, dans un petit texte dans le journal Avant-Garde, il se pose la question, il dit « Qu'est-ce que l'architecture expérimentale ?» Alors, il arrive avec quelques définitions, quelques grands thèmes, finalement. Il dit « L'architecture est définie par la production de connaissances comme but ultime. L'idée de l'architecture expérimentale n'est pas de produire du projet. L'idée, c'est de proposer, finalement, de construire des nouvelles connaissances, de gagner de l'expérience à partir de sa pratique. » Deuxième point, la liberté de redéfinition des objectifs. L'architecte expérimental n'est pas tenu à un programme ou à un problème donné. Il a le droit de redéfinir les objectifs de ce qu'il fait et le problème qu'il doit résoudre. Ça, c'est quand même majeur. Et puis, le troisième point, qu'est-ce qui fait qu'une architecture est bonne? Parce qu'on parlait d'architecture médiocre tout à l'heure, de projets d'œuvres d'art médiocres dans l'art expérimental. Il dit ce qui est intéressant, ce n'est pas tant le résultat que le champ des possibles qui est ouvert par ces questions-là. Donc les nouvelles voies qui sont ouvertes par rapport à des nouvelles voies de réflexion et de développement qui sont ouvertes par cette pratique expérimentale. Et pour finir,
ce qui intéresse vraiment les architectes expérimentaux, c'est la qualité particulière de la situation unique. Un architecte expérimental ne résout pas des problèmes génériques, il résout des situations vraiment spécifiques données, et donc il pose des nouvelles questions pour trouver des nouvelles réponses. Donc ces quatre grandes catégories m'amènent à venir faire la distinction entre expertise et expérimentation. L'expertise étant un résultat, un état final, versus une expérimentation qui est un processus ou une action. L'expertise étant construite sur des certitudes, qui amènent une certaine sécurité, alors que l'expérimentation est construite sur des incertitudes et tout le temps dans une situation de risque. Donc vous voyez quelque part qu'il y a vraiment une grande différence dans la façon dont ces choses-là se font. Et ça m'amène donc très rapidement à faire un petit détour parce que Bruno Latour a proposé sur la distinction entre science et recherche. Il fait la distinction entre science faite et la science en train de se faire. Donc deux façons de regarder les choses. Et donc il montre ce petit tableau, je suis désolé pour la mise en page, mais donc il vient faire cette distinction entre science et recherche. Il dit la science est sûre, la recherche est incertaine et risquée, la science est froide, la recherche est chaude, etc. Ce qu'il dit, donc rapidement, je vous montre ça, mais je vais aller plus loin. La science est un fait qui n'est pas discuté et la recherche est un fait qui se construit, qui est construit. Et il ne faut pas oublier que Bruno Latour a une approche constructiviste qui fait que la science est tout le temps en train de se reconstruire. Quand on regarde ces deux catégories-là, on peut les situer dans un continuum beaucoup plus grand, où on est dans des connaissances versus des doutes. Et quand on les pousse aux extrêmes, à droite et à gauche, on va se retrouver devant vers un inconnu, en arrière vers des certitudes. Et donc là, on a vraiment une polarité extrême, quelque part, où quand on s'enferme dans des certitudes, on est surfermé, alors que quand on est dans un inconnu, on est dans un système ouvert, pardon. Un ordre rigide versus un chaos fertile, des potentialités au niveau de l'inconnu versus des idéologies au niveau des certitudes, une attitude dogmatique versus une attitude expérimentale, une précision inflexible versus une intuition flexible, élimination du risque de ce côté-là, augmentation du risque de ce côté-là. Donc, vous voyez cette polarité qui se met en place finalement quelque part. Et là où ça devient intéressant, c'est quand on essaie de se situer en tant qu'architecte là-dedans maintenant. Comment est-ce que l'architecte va venir jouer dans ce système assez polarisé, en fait. Alors, j'achève avec mes tableaux, mais il y en a quelques-uns encore, je suis désolé. Peut-être pour revenir sur la résolution de problèmes, cette approche finalement de comment on résout un problème a été bien définie dans les années 70 déjà. Et donc, la question de problem solving peut être identifiée comme trois grandes étapes. Identification du problème, construction d'une représentation mentale du problème, détermination des étapes pour arriver à la solution. Donc, on est vraiment dans le input-output. C'est un peu le diagramme que je vous ai montré tout à l'heure avec une situation pas claire, constructure qui donne un projet. C'est très informatique, c'est très algorithmique, et on pense que c'est cette façon qui pourrait permettre d'arriver à une solution. De façon parallèle, il y a Omer Hakim qui a écrit un article qui s'appelle « L'expertise de l'architecte ». Et lui dit que l'expertise de l'architecte est totalement différente. En fait, ce que l'architecte fait, c'est qu'il décompose un problème mal posé en un ensemble de sous-problèmes bien posés. Il résout les sous-problèmes bien posés indépendamment. Et ensuite, il réassemble l'ensemble des solutions en intégrant le tout dans un tout intégral et cohérent. Il appelle ça donc l'expertise... Excusez-moi, j'ai perdu mon... Il appelle ça donc l'expertise propre à l'architecte, la construction de casse-tête, de puzzle, la construction de problèmes en fait. Alors, c'est mon dernier, après ça va se simplifier. Expertise générale, expertise propre à l'architecte. Le problème à résoudre est énoncé versus le problème donné et décomposé en sous-problèmes selon les volontés de l'architecte. Critères et contraintes. Les critères et contraintes sont connus avant la résolution du problème, alors que dans le cas de l'architecte, les critères et les contraintes sont redéfinis tout au long à travers le processus de conception. La connaissance nécessaire à définir les critères et contraintes existe avant la résolution du problème, alors que dans ce cas-là, elle est construite pendant qu'on est en train de résoudre le problème. Généralisation, la connaissance liée à la résolution du problème est généralisable à gauche, alors que pour les architectes, la connaissance générée par le processus de conception est spécifique à un contexte unique.
Le focus est mis sur le résultat dans le cas de la résolution de problème, alors qu'il est mis plutôt sur le processus dans le cas de la construction de casse-tête, de l'expertise de l'architecte. Et donc, la nature de la résolution de problème est principalement un mot, un substantif, versus chez l'architecte, un verbe. On est en train de travailler, c'est tout un processus. Et si on met ça, pour finir avec, je m'excuse pour ces tableaux qui finissent plus, analytiques, mais pour ces systèmes, donc si on met ça en relation avec l'expérimentation, on est vraiment dans la même chose. L'expertise de l'architecte apparaît vraiment comme une expérimentation, essentiellement une expérimentation. Le problème est redéfini sans arrêt. Les critères et les contraintes sont modifiés en fonction des intérêts de l'architecte. La production de connaissances est le but ultime, ce n'est pas le projet. On est vraiment dans une action, un processus. Et finalement, ce qui est le plus important là-dedans, c'est le problème. C'est cet élément ici. C'est cette façon-là qui va faire qu'on va penser de façon différente par rapport aux autres intervenants sur le projet. Alors, le problème, je suis désolé pour la mise en page. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un problème d'architecture n'est pas un vrai problème. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un problème qu'on appelle problème pernicieux, un wicked problem. Une théorie qui a été avancée dans les années 70 par Horst Rittel et Melvin Weber, qui disait les problèmes pernicieux appartiennent à une classe de problèmes sociaux qui sont mal formulés, dans lesquels l'information est déroutante, dans lesquels il y a de nombreux clients et décideurs, dont les systèmes de valeurs respectifs sont parfois en conflit les uns avec les autres, et dans lesquels les ramifications et les relations au système dans son ensemble sont profondément déroutantes. Donc vous voyez qu'on est vraiment dans ce genre de dynamique-là en architecture. On n'est pas du tout dans un problème qui est facilement solvable, on est plutôt dans un problème qui a besoin d'être reformulé. Et donc les grandes caractéristiques des problèmes pernicieux, il y en a plusieurs, mais je ne vais peut-être pas tout vous lire, parce que ce n'est pas vraiment ce que je veux faire. Je vais peut-être me concentrer sur le premier qui m'intéresse le plus. C'est que le problème n'est entièrement compris qu'après la formulation de la solution. Le problème pernicieux est un ensemble de problématiques et de contraintes interreliées dont la formulation n'est jamais définitive, mais qui évolue tout au long du processus de recherche de solution. Donc, on ne connaît pas le problème, en fait, tant qu'il n'est pas formulé de façon claire. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc, le problème, en fait, c'est la solution. Et c'est ce qu'il faut essayer de comprendre. En fait, c'est quelle est la solution en architecture pour pouvoir comprendre le problème. Alors, je vous lis ce petit texte. Ça commence par une réponse au site. Les murs épais, une coque de crabe à faire courbe au plan si statique. J'apporte la coque de crabe. On posera la coque sur les murs, bêtement, épais, mais utilement au sud. On fera entrer la lumière. Il n'y aura pas de fenêtre. La lumière entrera partout comme un ruissellement. Alors, j'ai fait un atelier avec des ingénieurs. Je leur ai lu ça. Ils n'ont rien compris. Ils se sont demandé ce qui se passait. Et c'est quand même ce petit texte qui a l'air de rien, finalement, qui est en fait la clé pour comprendre Ronchamp. C'est que toute la conception de Ronchamp par Le Corbusier vient de cette coque de crabe, en fait, qui va devenir le projet à travers ces différentes itérations. Et finalement, quand on parle de ruissellement de lumière, ben, on le voit, le résultat final, c'est des ruissellements de lumière. Quand on parle du mur qui est épais, mais qui laisse rentrer la lumière, ben, on le voit ici. Et finalement, toute la sensibilité qu'il y avait dans cette coque de crabe qui n'était pas claire, finalement, pour certains, se retrouve vraiment matérialisée à la fin du projet dans une construction qui est bien réelle. Je reviens sur Louis Kahn pour parler de la First Unitarian Church sur laquelle il travaille. C'est la même approche. Plutôt que d'arriver avec une problématique qui est en fait comment construire une église qui est associée à une école. Donc quand les clients demandent à Louis Kahn de leur donner une idée de comment il veut résoudre ce problème-là, il va dire ça. Il va se lever, déjà, il va aller au tableau, il va dessiner ce petit dessin ici, et il va leur dire, je cite, « Pour moi, une chapelle est un espace dans lequel on peut se trouver, mais qui doit être entouré d'espace, de façon à ce qu'on ne soit pas obligé d'entrer. Cela signifie qu'il doit avoir un déambulatoire pour qu'on ne soit pas obligé d'entrer dans la chapelle. Et le déambulatoire doit avoir une arcade à l'extérieur pour qu'on ne soit pas obligé d'entrer dans le déambulatoire. Et l'objet à l'extérieur est un jardin pour qu'on ne soit pas obligé d'entrer dans l'arcade. Et le jardin doit avoir un mur pour qu'on puisse être à l'extérieur ou à l'intérieur du jardin. » Donc, c'est
cette mise en place qu'il vient faire avec ce court texte et ce petit dessin, finalement, et il précise vraiment, c'est très important, il écrit « form drawing, not a design », donc ce n'est pas une solution physique, c'est une forme, c'est une esquisse formelle, en fait, du projet. Il va être ce premier jet qu'il va faire par rapport à ce projet-là. Et ce projet, on le voit ici, qui va changer finalement, qui va passer de cette forme, de ce dessin de forme générique à une première réalisation du dessin, à une première forme architecturée, qui va être ensuite testée en fonction des circonstances qui vont être rajoutées à ça. Donc il y avait une question de rajouter une école, et Kahn est extrêmement clair, il dit non, on ne fera pas ça. Donc, ce que vous voyez ici, c'est les dessins de Kahn, vraiment. Il dit on ne fera pas ça, la chapelle est ici, l'école est là. Cette solution n'est pas bonne, il faut venir l'intégrer, il faut venir la penser différemment. Et finalement, je reviens sur ce texte qu'il a écrit. Et pour lui, c'est extrêmement important qu'on retrouve cet espace dans un espace toujours, qui nous amène en fait à un résultat qui est le design qui résulte des circonstances, des demandes circonstancielles des clients, voilà, plutôt. Et les différentes itérations de ce projet, donc il y a quand même 3 ans de conception là-dessus, 2 ans, 3 ans, où on voit la première phase du dessin, comment ça change, ça se raffine sans arrêt, mais on a toujours ce dessin-là qui se retrouve dans l'ensemble du projet. Et finalement, quand je reviens sur, donc je regarde ces deux cas, le Corbusier avec la coque de crabe et puis Louis Kahn avec cette église-là, et quand on regarde ce diagramme de conception, qui remonte quand même, je dois dire, c'est pas récent, il y a vraiment un problème parce qu'on n'est pas du tout en train de penser de la même façon avec tout ce que je vous ai dit, dans une autre approche. Et moi, ce que je vous propose plutôt, c'est de voir ça de façon un petit peu différente, c'est qu'en fait, les architectes arrivent avec une solution projetée pour pouvoir regarder le problème pernicieux, pour pouvoir le déstructurer, l'ouvrir, de façon à pouvoir le reformuler dans un cadre conceptuel qui va lui permettre d'aller à une solution actualisée. Ça veut dire qu'en gros, il n'y a pas de problème tant qu'il n'y a pas de solution. Et les architectes ont tendance à arriver avec un bagage de solutions qui leur est très personnel, et c'est pour ça que Louis Kahn dit « je ne peux pas faire de la conception avec quelqu'un d'autre parce que c'est ma solution, c'est pas une conception, c'est pas une solution que je vais négocier avec quelqu'un d'autre ». Le Corbusier, c'est pareil, quand il fait ses dessins, il travaille sur ses sketchs à lui, c'est sa coque de crabe, donc il arrive avec sa propre solution qui va venir poser en réaction au problème d'une église, dans les deux cas c'est une église, de façon à arriver à quelque chose qui va pouvoir être ensuite une question qui va être posée de façon plus claire à d'autres intervenants en disant ben, comment je construis une coque de crabe qui flotte. Et là, c'est plus clair déjà. Et c'est là que ça se passe. Et donc, il y a vraiment 2 grandes phases. La première qui est jusqu'à la matérialisation, jusqu'au problème reformulé, en fait, qui est l'attitude expérimentale de l'architecte. C'est seulement l'architecte qui peut faire ça. Et ce qui vient après, ensuite, de résoudre ce problème-là qui est mieux posé de façon à arriver à une forme finale, c'est là qu'on va voir arriver les expertises générales des autres intervenants. Donc il y a vraiment 2 temps dans le projet, ce n'est pas simplement une. Et je reviens donc sur ce que Louis Kahn et finalement Le Corbusier font ici. Ils ne sont pas en train simplement d'être inspirés par la vie ou quoi que ce soit. Ils sont en train en fait d'essayer de reformuler le problème à travers une solution qui leur est propre. Et finalement, donc pour faire je fais un petit détour par Einstein, c'est toujours bien, qui dit « La formulation d'un problème est souvent plus essentielle que sa solution, qui pourrait n'être qu'une question d'habileté mathématique ou expérimentale. Soulever de nouvelles questions, de nouvelles possibilités, considérer les vieilles questions d'un nouveau point de vue nécessite une imagination créative et marque de réelles avancées dans les sciences. » Donc c'est vraiment le problème qu'on a, c'est d'arriver à avoir cette liberté d'expérimentation de façon à pouvoir ensuite poser de nouvelles questions avec un projet qui va être vraiment innovant. Donc, pour finir, je reviens donc sur le problème qui nous travaille ici, qui est celui du BIM. Et donc, vous pouvez imaginer qu'il y a nécessairement des tensions qui vont avec tout ça, parce que ça ne fonctionne pas vraiment. On se retrouve avec des architectes qui font partie de ce grand univers en fait, technique, quelque part,
des expertises complémentaires, sachant que, comme je viens de vous montrer, les expertises de l'architecte sont très différentes de celles des autres, qui veut gérer la complexité du projet et contrôler le niveau de risque. Le problème, c'est que les architectes essaient de construire du risque et de complexifier le projet, alors que tous les autres font exactement le contraire. Donc, ça pose des problèmes. Et donc, ce diagramme-là, en fait, où on avait définition du problème, formulation de la solution, est en fait complètement problématique, parce que les architectes devraient faire ça quelque part tout seuls, et les autres feraient ça après, les architectes inclus, bien sûr. Donc, on est vraiment dans cette dichotomie entre deux approches totalement différentes. Ceci dit, donc quand on regarde le projet de Ronchamp, par exemple, c'est pas simplement que le Corbusier travaille tout seul. Il a cette idée tout seul. Le CRAB arrive vraiment comme une proposition que lui fait, qu'il propose sur la table. Mais comme le texte de Sven Sterken explique clairement, il dit, donc, quand il est dans la phase du projet avec ses collaborateurs, le Corbusier attend de ses assistants une participation active et sans réserve dans l'élaboration de ses idées, car sans discussion, pas de projet, tout doit constamment être remis en question. Donc, plutôt que d'arriver en disant « voilà mon idée, ça finit là », il dit « non, voilà mon idée, et maintenant on en parle, et je veux qu'il y ait un échange de façon à ce que je puisse raffiner mon idée et l'amener à un niveau de réalisation beaucoup plus intéressant ». Le Corbusier n'hésitera pas à provoquer ses assistants en les critiquant sévèrement, voire créer des tensions avec ses commanditaires en toute connaissance de cause. Les controverses et polémiques qui en découlent l'obligent à rester attentif et innovateur. Ce sont les moteurs de sa création. Donc, il y a de la tension, c'est normal, on va rester dedans, mais elle est utilisée de façon constructive par les architectes. Et c'est ce qui permet donc de passer de la coque de crabe au toit de Ronchamp, qui est une surface réglée ensuite, qui va l'amener au niveau de construction que c'est. Le Corbusier n'a pas l'expertise pour le faire tout seul. Il va chercher des expertises techniques pour pouvoir l'amener à un niveau de matérialisation qui reste finalement proche de ce qu'il avait l'intention de faire, mais qui est quand même construit avec d'autres personnes. Pour Louis Kahn, c'est un peu la même chose, mais c'est encore plus intéressant. Le diagramme conceptuel de Kahn était crucial, et je cite donc une étude qui a été faite là-dessus. Le diagramme de Kahn n'est pas simplement utilisé pour générer une idée, il est aussi utilisé pour éduquer le client. Donc, en faisant comprendre le projet à son client, Louis Kahn arrive à le convaincre déjà, et à lui donner un outil pour pouvoir gérer avec lui la conception de ce qui vient après. Donc, le client, à son tour, utilise cette idée conceptuelle pour évaluer les différentes matérialisations proposées par Kahn. Le diagramme devient donc un outil qui permet d'épauler la collaboration, en cela qu'il permet au client de voir le problème et de contribuer à sa définition lui-même. Donc ce n'est pas simplement encore une fois, que Kahn fait ça tout seul, il le fait en collaboration, mais avec son outil qu'il va donner ici. Et donc tout ça peut être compris quand on comprend ça, mais jamais sans ça. Alors, les architectes, dans le monde du BIM, ben, c'est vraiment problématique, comme vous pouvez imaginer. Moi, c'est ce que je vois ici, c'est que dans ce diagramme-là, les architectes sont responsables de l'esquisse et de l'évaluation. C'est comme ça que c'est indiqué. Le problème, c'est que ce sont deux choses totalement différentes. L'esquisse, c'est une chose, l'évaluation, c'en est une autre. L'esquisse s'apparente plutôt à la recherche, une attitude expérimentale, on explore de nouvelles voies, on génère de la complexité, on augmente le risque et on construit le problème, versus l'évaluation qui est, elle, plutôt une science, une expertise professionnelle, dans laquelle on matérialise de nouvelles voies, on gère la complexité, on diminue le risque et on raffine la solution. En fait, le problème, ce n'est pas le BIM, le problème, c'est les architectes. C'est qu'il n'y a pas un architecte, il y en a deux. On a deux façons totalement différentes de voir les choses. Et ce qu'il ne faut surtout pas faire, je pense, c'est soit d'adopter le BIM entièrement en disant mais c'est parfait comme machine. C'est un très bon instrument pour gérer les projets puis les amener à une solution qui est efficace. Mais en même temps, ça ne peut pas être simplement ça. Il faut absolument que l'architecte ne perde pas son attitude expérimentale qui lui permet de proposer des solutions innovantes, expérimentales, qui vont pousser les choses plus loin. Donc, l'idée, c'est d'arriver à trouver finalement une dynamique qui permet à la fois de construire le problème de façon individuelle, mais en même temps de travailler avec les autres de façon professionnelle. Et c'est là tout le défi. Voilà. Merci.